Bonjour tout le monde. Pour le vlog de ce mois-ci, on est avec Nicolas Clerc de chez BAM. BAM, c'est un studio d'enregistrement de son ainsi qu'une librairie musicale avec qui on travaille presque exclusivement depuis maintenant presque un an et plus même, je crois. C'est avant tout des partenaires avec qui on adore travailler parce qu'on a beaucoup de valeurs, beaucoup de choses en commun, des belles équipes qui travaillent bien ensemble. Nicolas, parle-nous un peu de l'histoire derrière BAM, parce que BAM, c'est à Montréal, mais c'est aussi à Paris. C'est parti à Paris, c'est venu à Montréal. Tout à fait. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Merci pour ton invitation. Déjà, Audric, merci. C'est vrai que c'est un plaisir de travailler avec vous depuis un an. L'histoire de BAM, aujourd'hui, on a un studio et aussi une librairie musicale, mais en fait, j'ai créé la compagnie à Paris il y a à peu près en 2005, donc il y a pratiquement 13 ans. Parce que j'étais compositeur, ingénieur de son. Et en fait, je me suis associé avec deux amis compositeurs aussi, puis un autre qui était un peu plus chef d'entreprise. Puis notre but au tout départ, c'était de faire de la musique originale pour des agences de publicité. Alors on a créé ça, puis on est allé avec notre petite main de compositeur frapper à la porte des agences pour faire de la musique originale de publicité. Au tout départ, c'était ça. Puis de fil en aiguille, on a commencé à faire des sessions d'enregistrement aussi pour la publicité. Comme on était tous ingénieurs de son, c'était aussi on va dire un talent, j'allais dire, mais une chose qu'on savait faire en tout cas. Puis la librairie musicale a commencé à émerger dans ma tête à un moment où je me suis rendu compte que les droits d'auteur en France étaient super bons. En fait, puis tout le système du droit d'auteur qui était un petit peu inconnu pour moi quand j'ai créé la compagnie. Quand on a commencé à faire des musiques de publicité, puis que la diffusion de ces musiques-là, j'ai reçu mes rapports SACEM qui sont l'équivalent de la SOCAN, je me suis dit que c'était vraiment très intéressant, puis que peut-être qu'une compagnie pourrait bénéficier de ça d'une certaine façon. Puis en fait, c'est vrai. En devenant une compagnie d'édition, on peut faire composer des musiques, aider les compositeurs à produire de la musique, puis faire en sorte que ces musiques-là soient diffusées et génèrent des droits d'auteur. Donc, le modèle d'affaires de BAM au départ est rapidement devenu de faire de la musique originale à finalement se dire qu'une librairie musicale pourrait être un vrai marché, fait que j'ai commencé à me renseigner pour qu'on puisse avoir des musiques diffusées dans des émissions de télévision. Donc je suis passé des agences aux émissions de télévision, compagnie de production d'émissions de télévision, puis je leur ai proposé d'utiliser au tout départ ce qui n'avait pas été pris dans nos pitchs de musique originale en agence de publicité, juste pour qu'ils puissent utiliser nos musiques et les diffuser, même gratuitement. Et puis ça a finalement commencé à nous faire créer de la musique uniquement pour ces émissions de télévision-là. Puis je suis venu à Montréal en 2008, alors que la compagnie était en train en France de passer de musique originale à musique de librairie pour l'émission de production de télévision. Et je suis parti en 2008 de Paris parce que j'en avais marre de Paris, comme beaucoup de monde. C'était Montréal, j'ai eu plusieurs choses qui m'ont fait penser que c'était intéressant pour moi de tenter l'aventure à Montréal, mais je suis venu sans être certain que ça fonctionnerait. Et j'étais très surpris de l'accueil sur le marché des gens. C'était vraiment extraordinaire. En fait, les agences de publicité prenaient tout le temps de me recevoir, ce qui était totalement impensable à Paris. C'était très difficile d'obtenir des rendez-vous. C'était pas la même dynamique, là. Pas du tout la même dynamique. Puis j'étais à la fois surpris de cet intérêt, puis du temps que prenaient les gens. Je suis parfois arrivé dans les agences de publicité, les gens arrêtaient tous de travailler. 15 personnes, ils avaient arrêté de travailler pendant 1 heure juste pour m'écouter. C'était juste extraordinaire. Alors qu'en France, pour pouvoir parler 5 minutes avec quelqu'un, c'était quasiment rendu impossible. Mais en même temps, j'étais très surpris parce que toutes ces agences de publicité-là qui me recevaient et qui ont été très gentilles, plus personne ne m'a rappelé après. Okay. Donc c'était vraiment une approche qui était assez intéressante parce que je voyais que les gens écoutaient ce que j'avais à dire, puis finalement ne me rappelaient pas. Et ça a été cette différence de marché entre la France et le Canada, je l'ai ressenti tout de suite. Cette ouverture à écouter les gens, à être prêt à leur donner leur chance, mais en même temps cette difficulté à transformer ça en contrat, c'est quelque chose qui a été très difficile. Puis j'ai compris qu'en fait, il fallait juste vraiment insister, beaucoup plus, c'est-à-dire ne pas hésiter à rappeler les personnes avec qui ça s'était bien passé un rendez-vous, puis mettre un peu sa fierté de côté. Puis ça a été vraiment comme, en 2-3 mois, c'est passé de aucun appel à j'avais beaucoup d'appels pour la musique originale. Parce que finalement, c'est ce que j'ai vendu à Montréal en arrivant, à nouveau de la musique originale. J'ai voulu faire le même modèle de départ que ce que j'avais fait à Paris. Et puis je m'étais rendu compte et je m'étais renseigné, le droit d'auteur au Canada étant moins important qu'en France, finalement, le modèle d'affaires qui tient juste sur le droit d'auteur ne pouvait pas réellement fonctionner. Et c'est aussi ce qui explique qu'il y avait moins de compagnies comme nous ici qu'en France, parce que le droit d'auteur étant moins important, et puis ça s'explique par
le fait que le Canada, il y a moins de personnes. Il y a aussi une loi en photographie qui avait fait changer la donne un peu au Canada, je pense, dans tous les domaines, pendant une très grande période de temps. À cause d'une photo qui avait été publiée avec quelqu'un qui s'était plaint, la Cour suprême avait dit que c'était en fait la compagnie qui payait, qui était détentrice des droits d'auteur en premier lieu, à moins d'avis contraires lors de la signature du contrat. Et cette loi-là a changé il y a quelques années, si je ne me trompe pas. Mais on dirait que tous les domaines en souffraient, en fait, au Québec surtout. Tout à fait. Où on était vraiment plié à cette loi-là. Toutes les entreprises, c'était d'office. Bien, si tu fais de la photo pour nous, c'est nos images. Tu n'as pas les droits. Bien sûr. C'était pas buy-out, c'était leur droit. Ah oui, c'était là. Oh, ouais, Donc, si le photographe ils avaient acheté les droits. C'est que le photographe n'en avait pas de droit, en fait, certain. À l'image. Puis ça a été... nous, on l'écrivait sur nos contrats, on l'écrit encore pour éduquer les gens, mais je pense que tous les domaines ont eu un peu certains. En publicité, tu as raison. Ça a fait une vague un peu partout. C'est exactement ça. En fait, en publicité, il n'y avait pas de droit d'auteur. Donc, tu sais, il n'y avait pas de droit d'auteur. Puis, dans les domaines où il y avait du droit d'auteur, le droit d'auteur était faible. Fait que ça ne pouvait pas être un modèle d'affaires qui aurait pu fonctionner de façon autonome. Mais moi, j'avais la chance de l'avoir fait en France. Puis, ça générait déjà de l'argent en France. Puis, finalement, je pouvais bénéficier des titres que j'avais composés en France pour les proposer ici. Puis, j'ai commencé à trouver des compositeurs québécois super talentueux, de plus en plus, à qui j'ai fait bénéficier pour la France. Puis, on a commencé à faire un échange de talents, puis utiliser le droit d'auteur qu'il y avait en France pour faire gagner de l'argent aux compositeurs qu'il y avait ici, et inversement. Puis ça a été une espèce de, on va dire, marché vertueux des deux bords de l'Atlantique, qui nous a permis, en fait, au fur et à mesure, de se dire, cette librairie, parce qu'elle n'était pas en ligne à l'époque, cette librairie, elle était sur des clés USB, puis j'allais l'apporter chez les clients dans une clé USB. Les gens, je leur proposais de mettre ça. Les mots-clés étaient dans le champ commentaire de iTunes. Okay. Toutes nos mots-clés dans les champs commentaires. Mais les gens avaient accès à tout. Puis je leur disais, as-tu iTunes? Ok, regarde, importe ça, fais-toi un dossier, bam. Puis maintenant, les mots-clés, finalement, quand ils faisaient dans rechercher dans iTunes, les mots-clés étaient recherchés dans le champ commentaire. Fait que c'était... Ça, je ne savais pas, puis ça m'impressionne beaucoup. Vous faisiez beaucoup confiance au monde, parce qu'après ça, les gens avaient accès à tout. Complètement. Mais ça c'est un des fondements. Maintenant, les gens trouvent ça très bizarre, là, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de sites qui proposent comme de te donner la track à partir du moment où tu payes. Tu sais, puis il y a des watermarks qui font que tu ne peux pas l'utiliser de même. Nous, déjà, c'est parce que tout le monde fait ça en France, c'est-à-dire que ton but, c'est que la musique, elle soit diffusée en Europe. Pas qu'on te l'achète, qu'elle soit diffusée. Puis la musique est presque gratuite parce que c'est la diffusion qui fait que ça génère des droits d'auteur. Okay. Donc on part du principe que la musique, en fait, à partir du moment où quelqu'un veut utiliser ta musique en te la volant, quelque part, puis on l'a toujours acté que c'était possible, on se dit quelqu'un qui te vole ta musique à toi, il pourrait très bien voler la musique de Madonna ou de Dire Straits, puis qu'il le fasse, c'est un vol de toute façon, fait que la personne prend un risque. Elle peut prendre le risque. Mais depuis des années où on fait cette affaire-là sans watermark, en fait, très honnêtement, comme les gens qui achètent de musique souvent la proposent à leurs clients, ne prennent pas le risque de pas nous le dire, de ne pas l'acheter. Fait que c'est vertueux, en fait, la confiance amène la confiance. Les gens sont très surpris, comme même je pourrais te la voler. Mais il y a une différence entre se dire ça et puis la voler. La prendre et puis dire. Parce que celui qui va te dire je pourrais te la voler, tu sais qu'il ne te la volera pas. Celui qui va te la voler, il ne te le dira pas. Mais je me dis que tout le monde pourrait se dire qu'il peut la voler, c'est vrai, mais. C'est marrant, ça me fait penser à certains marchés, comme c'est pas du tout ce domaine-là, mais il y a des villes qui font des fruiteries dans la rue où tu as les fruits et les légumes, il n'y a pas de marchand, il y a le prix affiché, puis il y a un bol pour mettre l'argent. Il n'y a personne là pour les contrôler. Puis tu remarques vraiment, puis ça c'est quelque chose qui est important en termes de valeur, tu remarques que les gens payent tout. Tout le monde paye. Personne n'est comme je peux vandaliser. C'est ancré dans vos valeurs, puis ça en fait c'est... Nous, on a un peu ces valeurs d'entreprise-là qui sont ancrées, c'est l'honnêteté, tout ça. Mais en fait, on fait affaire avec vous pour ça aussi parce que c'est un signe d'honnêteté, c'est un signe que vous êtes honnête. Si vous l'offrez aux gens comme ça, les gens qui vont faire affaire avec vous, ça va être nécessairement des gens qui vous ressemblent. Si tu prônes la confiance, sois le premier à faire confiance, puis c'est vertueux et c'est vrai. Et peut-être qu'il y en a qui vont nous fourrer, tu sais. Mais regarde, tant pis pour eux, en fait, au fond, tu sais. Non, mais ils vont pas couler l'entreprise, là, tu sais. Puis s'ils sont à l'aise avec ça, là, tu sais. Moi, je crois dans ces valeurs-là, tu sais. C'est comme, fais ton affaire, puis si tu te sens bien avec, pareil, tu sais. Mais nous,
on se sent mieux à faire confiance. Puis je te dis généralement, alors c'est drôle parce que j'ai une petite anecdote là-dessus, c'est qu'un matin, je suis chez nous, puis j'entends notre musique comme à l'ordinateur, tu sais, puis je regarde ma blonde qui était sur Facebook, je dis, qu'est-ce que tu regardes? J'entends l'une de nos musiques, tu sais. Elle me dit, bah, je regarde un truc là qui est viral, c'est un gars qui a fait quelque chose pour Tourisme Montréal, je ne sais plus ce que c'était. C'était un gars qui avait fait un petit vidéo personnel qui était rendu viral avec notre musique, puis on n'était pas au courant encore. Wow. J'arrive à la job, le téléphone, il n'arrêtait pas de sonner avant que je rentre. Puis je décroche, puis c'est un réalisateur qui m'appelle, qui me dit comme « Ah, ça va, ben oui, on s'était parlé, tu sais, j'espère que tu vas bien et tout. Alors, je vais te parler d'une petite affaire. J'ai fait un petit vidéo qui, à mon avis, va devenir viral. » C'est déjà viral. Je suis parti à rire parce que j'ai dit « Ton vidéo est déjà viral, j'ai entendu ce matin dans ma cuisine. » Tu sais, puis pour moi, là, c'est comme... Regarde, il a pris ce risque-là, puis il était bien plus mal que moi, là, tu sais. Ouais, mais t'as un risque que ton vidéo, t'as un risque que ton vidéo soit rendu viral, et puis t'as pas envie. Puis souvent, les gens, comme je te dis, ils nous prennent nos musiques pour les mettre dans des vidéos de clients. Ils n'ont pas envie que j'appelle McDonald's demain en leur disant « McDonald's, vous n'avez pas payé pour la musique. » là. Eux, ils préfèrent comme... Ils sont intermédiaires, ils préfèrent être droit dans leurs bottes, là. Fait que non, c'est vraiment... Cette confiance-là, là, on la cultive. Puis c'est depuis le tout début, parce que les clés USB, tu remets ça, puis après... Puis regarde, nous, quand tu t'inscris sur notre site, tu peux télécharger tout le contenu, là. On te dira rien. Tu peux tout télécharger, mettre sur un disque dur. Mais vous savez qui télécharge quoi? Eh oui. Ça, par exemple, on n'y échappe pas. Oui. Puis revenons un peu à la décision de venir à Montréal. Pourquoi Montréal, en fait? Tu étais tanné de Paris, là, je comprends. Oui, ben, moi, je ne suis pas un gars qui est né à Paris. Puis j'adore Paris, puis j'ai mes meilleurs amis qui sont à Paris. Mais je suis monté à Paris pour faire mon école de son. J'ai beaucoup déménagé quand j'étais petit. J'habitais au Portugal, j'habitais au Pérou. Puis j'ai toujours eu cette envie, quand je serai adulte, je me disais quand j'étais enfant, de pouvoir continuer à voyager, puis idéalement faire profiter de certains voyages à mes enfants. Si j'en avais un jour. J'en ai 2 maintenant. Puis le fait d'avoir créé la compagnie à Paris, puis de voir que ça fonctionnait, et puis je me disais que j'avais la chance de travailler dans un domaine où ce qu'on vendait était universel, ce qui est très rare. Je me dis, la musique, j'ai de la chance, c'est universel. Je peux vendre la même musique, tu sais, la même musique. Je peux vendre, je veux dire, les goûts musicaux ne sont pas totalement différents entre la France, le Canada, puis les États-Unis, ou peu importe. C'est quelque chose qui peut se vendre de la même façon. Alors, si je peux vraiment marcher en gardant déjà, en valorisant ce que j'ai déjà créé, puis en allant le vendre ailleurs, pourquoi pas? Puis je suis quelqu'un qui n'aime pas rester trop en place pendant des années, mettons. Fait que j'ai proposé à mes associés d'aller ouvrir le marché au Canada. Et j'ai engagé une nouvelle personne pour me remplacer en fait, à Paris. Je l'ai formé pendant un an. Et je suis parti au Canada essayer de développer ce qui existait déjà. C'était beaucoup plus simple. C'était déjà, le branding existait, la librairie n'existait pas encore, elle était sur ma clé USB. Mais puis j'avais vraiment cette envie, je sentais en moi cette envie d'aller vendre dans un nouveau pays. Quelque chose sur lequel je pensais qu'on avait quelque chose à proposer, tu vois, quelque chose de différent à proposer et de la qualité idéalement, tu sais. Donc c'est ce qui faisait que je voulais partir de Paris. Pourquoi Montréal? Ça a été un peu un hasard, là. En fait, on s'est fait démarcher par un compositeur assez connu au Canada, qui s'appelle Mathieu Vanas, qui avait gagné un Gémeaux pour la musique. Celui qui avait tout composé Yamaska avec un autre compositeur qui s'appelle Claude Milot. Puis lui était venu en France parce que c'était sa blonde, qui est française, finissait ses études de médecine, fait que à Lyon. Puis il ne trouvait pas assez de job à Lyon, il est venu à Paris, puis il est venu démarcher notre compagnie. Puis je me suis dit, j'ai pris ça un peu comme un signe, je lui ai demandé comment ça se passe. Nous, on avait ouvert ça ça faisait 1 an. Je lui ai dit, ça se passe comment à Montréal? Est-ce que ça ressemble le marché ici, les agences de publicité? Il m'a dit, regarde, si tu veux savoir, appelle mon ami Claude, puis il va passer 10 jours là-bas, il va t'accueillir. Puis c'est vraiment ce qui est arrivé. Ça a été comme incroyable l'accueil que j'ai pu avoir. Lui, c'est lui qui m'a accueilli chez lui comme pendant 10 jours. J'ai pris rendez-vous à distance avec toutes les agences de publicité. Wow. Puis j'ai découvert un pays, j'ai découvert des gens très, très, très accueillants, tu sais, comme je te dis. Les gens qui me recevaient, là, j'étais juste en voyage, puis vraiment, ils prenaient ce temps-là. Puis le compositeur qui m'a reçu était super gentil, il m'a laissé chez lui, là, comme... Enfin, c'était très hospitalier. Puis, tu sais, quand tu viens de France, là, les gens sont plus suspicieux, manque de confiance, tout ça. Ouais. Et j'ai senti que ces valeurs-là me parlaient. Donc, je suis rentré en France, puis j'ai dit, regarde, je crois que j'ai envie d'aller habiter là-bas. Donc, j'en ai parlé à mes associés qui m'ont dit... Sur ton séjour de 10 jours
C'était suffisant. C'était suffisant pour te dire je déménage à Montréal. Je te dirais que 10 minutes, c'était suffisant. Ah ouais? Débarque de l'avion. L'hiver. Alors l'hiver, ouais. Non, l'hiver, on a de la chance. L'hiver, c'est ce qui permet qu'il n'y ait pas trop de monde qui vienne, je pense. Ça protège, c'est un peu un filtre. Mais non, c'est vraiment l'humeur, l'ambiance. En fait, globalement, c'est comme ça m'offrait cette espèce de liberté, cette espèce de les gens étaient vraiment, il y avait une mentalité qui était vraiment, qui allait chercher le meilleur de moi. Je sentais que ces valeurs-là, que j'arrivais à prôner, puis la compagnie, j'ai réussi à la faire quand même partir assez fort à Paris, mais ça demandait tout un calcul, c'était tout très très difficile. Puis ici, c'était comme si je pouvais un peu me reposer, me reposer le cerveau, comme travailler fort, mais moins essayer de toujours calculer. Les gens, ils sont plus quand même, tu peux au moins leur dire quitter ce que tu fais. Puis ça a été assez clair dès le départ, mettons. Puis je suis revenu avec une blonde, en fait, au fond, ce qui n'était pas prévu. Puis finalement, on a passé 10 ans ici, puis j'ai construit ma famille ici aussi. Fait que c'est devenu plus qu'une ouverture de marché. Ta blonde est québécoise? Ma blonde est française, je l'ai rencontrée juste avant de venir. Okay. C'était mon opticienne. Ça, c'est drôle. En France. Puis, dans le fond, vous êtes revenus les deux ici pendant une dizaine d'années. Exactement. On est venus, en fait, je suis rentré en France, puis j'ai commencé à dire à mes associés que j'étais comme partant pour ça. Eux m'ont poussé, puis étaient contents que je puisse faire ça. J'ai rencontré ma blonde, je lui ai dit que j'allais. Je l'ai rencontrée, j'avais prévu de partir. Fait que c'est un pari qu'on a pris aussi. On est venus ensemble alors qu'on était fraîchement ensemble. Puis ça a été 10 ans avec la rétrospective de bonheur. Là, c'est vraiment une expérience incroyable que j'ai vécue. Après, bien sûr, il y a eu son lot de difficultés parce que le démarrage a été pas si simple, mais ça m'a laissé la chance de pouvoir grandir aussi, puis de comprendre comment faire évoluer une compagnie comme la mienne dans un pays comme ça, tout en gardant un œil sur ma compagnie en France, parce qu'elle a continué à évoluer aussi de son bord. Puis on a continué à avoir un étroit partage on va dire de la création de valeur dans la compagnie avec mes associés en France. En France, on est parti beaucoup plus en post-production audio. On a même acheté un gros studio d'enregistrement. On a essayé vraiment de vendre des prestations d'enregistrement, de musique, d'albums, de films, etc. Puis on est revenu à nos premières amours, qui étaient finalement la librairie musicale. Puis on a recentré les deux compagnies là, sur les 3 dernières années, vraiment sur la librairie musicale. Comment tu as... Parce que tu es passé de compositeur seul à associé, à faire de la composition originale, à innover vers une librairie musicale, à déporter en fait ton entreprise, à ouvrir un point de chute à Montréal. Comment tu as vécu ça personnellement en termes d'acquisition de compétences? Comment tu as réussi à garder le cap en fait? Parce que souvent on part de travailleur autonome, puis là on veut grossir, mais c'est des étapes qui sont plus compliquées en fait. Oui, c'est vrai. En fait, la transition s'est faite, j'allais dire, s'est faite en douceur parce que finalement, comme ce marché de librairie musicale en France était déjà plus porteur, on était poussé par ce marché qui fonctionnait déjà, mais j'ai dû vraiment créer une transition ici. C'est-à-dire qu'ici, quand je suis venu, je ne pensais vraiment pas que l'aspect librairie musicale ferait du sens, puis qu'il y aurait un marché pour ça. Je ne sais pas pourquoi. Et puis c'est vrai que quand je suis arrivé, déjà la musique de publicité n'avait pas forcément une bonne réputation pour la plupart du monde. Mais alors la musique de librairie, c'était comme quand je suis arrivé, c'était vraiment comme tout ce qu'on dit tout le temps, musique stock, musicomètre. C'était vraiment comme, c'était très péjoratif, puis il y avait une connotation très négative autour de ça. Donc c'était pas mon but d'arriver puis de dire, comme je suis un créateur d'une compagnie de musicomètre, tu sais, il fallait que ça soit plus subtil là, puis j'ai pris le temps de ça, puis on a acquis une réputation de musique originale grâce au talent des compositeurs que j'ai rencontrés ici. On a gagné des gros pitchs en musique originale pour des compagnies avec des grosses agences de publicité, Silly, BBDO. On a gagné des contrats comme Pepsi, comme Gaz Métro, assez rapidement, face à nos concurrents qui étaient super bons et super agressifs. Puis finalement, on a acquis cette réputation, puis c'est ce qui m'a permis d'avoir cette réputation, de pouvoir commencer à glisser la possibilité à ces gens-là qui nous faisaient confiance, de peut-être tenter d'autres avenues que juste la musique originale. Et je leur dis, vous savez, on a aussi des tracks qui existent déjà, puis ça pourrait vous intéresser. Puis je leur donnais, je leur fournissais. Et c'est, en fait, très rapidement... De qualité similaire, en fait. Et de qualité similaire. Et pourquoi qualité similaire? Parce que les musiques qu'on mettait dans la librairie, c'était souvent des pitchs qu'on avait fait pour des musiques originales, qui n'avaient pas été pris, puis qu'on retravaillait pour en faire une musique qui était de qualité
incroyable. Comment ça s'est passé, cette innovation-là, de dire, ben, on compose 10 musiques pour un pitch, puis après ça, de retourner puis de dire, hey, les neuf autres qui n'ont pas été prises, là, qu'est-ce qu'on fait avec? Comment ça, dans vos associés, tout ça, comment... Ben, je pense que c'est comme, c'est une démarche écologique. Pour de la musique, oui, c'est vrai. Non, mais c'est du temps recyclé, hein, en fait. En vrai, il y a un peu de ça. Au lieu que ça soit du temps perdu, on le recycle. C'est la valorisation des déchets, si tu veux. Non, mais au fond, il y a un peu de ça, là. Tu sais, c'est le côté, ce temps passé par les compositeurs. Puis souvent, tu sais, dans la musique originale, moi en tout cas, dans la façon dont je le perçois, puis l'approche que j'en ai, j'essaie toujours de payer les maquettes. Tu sais, quand on nous commandait une musique originale pour une publicité, si on me donnait un budget maquette, ben, tu sais, comme je prenais quasiment rien dessus, puis j'essayais de valoriser au maximum le travail des compositeurs, pour que si c'était pas pris, ben, tu sais, mettons, au moins ils n'aient pas l'impression d'avoir travaillé pour rien. Puis et je crois que c'est un petit peu, j'ai trouvé la bonne formule pour ça, c'est que comme le droit d'auteur était bon en France, je pouvais le valoriser auprès des compositeurs ici, puis je leur disais, j'ai un pitch, je vais quand même te donner un peu d'argent pour le faire, puis si ça prend pas, on va aller au bout de cette track-là, puis on va la mettre dans la librairie en Europe, puis elle va gagner de l'argent quand même, ta track. Elle ne sera pas perdue. Tu sais, donc c'était une forme de recyclage de track, c'est vraiment. Puis c'est vrai, puis ça fonctionnait, et donc des deux bords de l'Atlantique, finalement, c'est comme ça que quand un pitch était perdu aussi en France, ils le terminaient, puis moi je pouvais le proposer ici. Puis dès que ces musiques-là ont commencé à être proposées, je me souviens pour Sidley, au début c'était vraiment Vidéotron là, qui adorait. Un jour ils ont comme... Et puis c'était un peu premium, là. Ils ont été les premiers à vraiment essayer ça. Puis ils ont tellement adoré que systématiquement, c'était comme renvoie-moi des tracks de ta librairie pour telle campagne. Puis on a fait toutes les campagnes Vidéotron comme pendant 2 ans. Puis je me souviens à l'époque qu'on vendait ça pas mal plus cher qu'aujourd'hui. Parce que c'était un peu nouveau. Puis eux, en fait, au fond, ils voyaient ça pratiquement comme la musique originale. Parce que comme c'était pas en ligne, il y avait un côté premium. Sur la clé USB. Et c'était sur la clé USB. Puis en vrai, là, il y avait comme peut-être 30 clients qui avaient au départ. Mais ouais, c'était comme c'était physique. Puis ils sentaient vraiment, puis ils avaient raison, ils étaient privilégiés. Quand ils prenaient une de musique, ils l'entendaient nulle part ailleurs, jamais là. Tu sais, c'était vraiment, fait que pour eux, c'était pratiquement une musique originale. Alors, je pense que tu sais, ce virage, il est comme arrivé naturellement. Okay. Puis moi, personnellement, c'est vrai que la musique originale, j'y prenais du plaisir, c'était le fun. Mais c'était quand même très, très, très épuisant, très fatigant, parce que quand on te demande une musique, effectivement, il faut en faire beaucoup pour que le réalisateur puisse trouver son bonheur dedans. Puis les ajustements, puis les différences, puis les gens qui changent d'avis, puis tout ça. Il y avait un côté aussi, en termes de perte de temps pour tout le monde, comme pour le réalisateur, que pour les compositeurs, que pour moi. Je sentais que c'est quand même un processus qui était très prenant en temps, qui demandait vraiment beaucoup d'énergie, qui pouvait générer des frustrations, parce que souvent les réalisateurs, comme les producteurs, en fait, au fond, ils savent ce qu'ils veulent, mais ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Puis tout le monde n'a pas cette culture de la musique et des instruments qui permet d'exprimer de façon claire tes envies et tes besoins. Donc souvent, on utilise des références en disant « Regarde, j'aimerais quelque chose joyeux ». Puis tu vas dire comme ça. Ah non, pas du tout. C'est comme « Ah, ok, ça. Okay. Joyeux, ça, en fait. » Parce que joyeux, c'est super large. Rock, c'est super large. On le sait. Tu m'as même déjà dit, si on te donne une référence, tu n'iras jamais ailleurs. Exactement. Que la référence, parce que les gens, ils se mettent à l'oreille, puis ils se disent, bon, ben, moi, je veux quelque chose comme ça. Si tu n'arrives pas exactement avec la même chose, ça ne marchera jamais. Exactement. Puis plus tu essaies de te rapprocher d'une référence de musique du commerce, plus la personne va comme dire, c'est cool, mais je ne sais pas encore ma musique du commerce. C'est ça. Puis c'est sûr. Et en fait, la librairie, ça a cet avantage-là, c'est qu'au moins, on parle de la même affaire. On écoute des affaires ensemble, puis éventuellement, on peut modifier cette affaire-là, mais au moins, il y a une base commune. C'est pas toujours nébuleux, c'est pas toujours sur des paroles ou des idées. Puis... Non, c'est sur du concret, c'est sur de la musique, on parle, on a un langage commun, puis c'est notre librairie. Fait que cette transition-là est venue, le rythme de vie n'était pas le même en fait, de vouloir s'établir un peu plus... C'est ça allait avec une forme de stabilité, puis en fait, on se rendait compte que notre réputation était en train d'être faite, fait que les gens étaient prêts à écouter ce qu'on avait à dire sur une nouvelle forme de choix de musique, puis que ils appelaient moins ça de la musique stock, ils appelaient moins ça de la musique homette. Puis d'un coup, ils écoutaient un peu plus. Fait qu'à ce moment-là, on l'a mis en ligne. Puis ça, c'était complètement nouveau. C'était en ligne. Tu sais, c'était vraiment, pour nous, c'était... Puis donc, on a comme passé 2 ans de développement pour notre premier site qui était en ligne. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on rentrait dans une industrie qui était un peu nouvelle pour nous, mais pas nouvelle dans l'absolu, parce que la musique de librairie, ça existe depuis tout le temps. Et on s'est rendu compte de tout un marché qui existait aussi, qui était que
dans tous les pays, il y a des librairies musicales. Puis la façon dont les librairies musicales travaillent entre elles, c'est qu'elles se partagent leurs librairies. C'est-à-dire, si tu fais une librairie, tu peux aller comme toquer à la porte d'une librairie australienne, puis dire, regarde, moi j'ai une librairie, est-ce que ça t'intéresserait de la représenter? Puis ils vont dire, ok, puis ils vont la représenter, puis ils vont dire, est-ce que toi tu peux nous représenter aussi? Puis tu fais ça. Mais on s'est rendu compte que tout ça, c'était d'un système il fallait que les musiques soient classées d'une certaine façon, en fait par album. Puis nous, on n'avait pas d'album, nous c'était comme toutes les chutes de tout ce qu'on avait eu de partout. Puis on s'est rendu compte. Il fallait faire un bon ménage. Il a fallu faire un énorme ménage, vraiment, parce qu'il fallait regrouper des musiques par thème, évidemment faire des pochettes d'albums, donc on est rendu plus graphiste, on a dû travailler avec des graphistes, puis ça c'était tout nouveau pour nous, parce qu'on faisait juste de la musique. Puis faire des pochettes d'albums, se rendre compte avec toutes les musiques qu'on avait, je me souviens, on avait comme peut-être 1200 musiques à l'époque, puis on se disait, il faut classer ça en album, puis est-ce qu'on a assez de musique de tel genre pour faire un album? Ça a été un ménage, mais vraiment incroyable. Wow. Puis de ce jour-là, on a arrêté de composer des musiques comme sur une idée. On avait des idées d'albums. Puis on commençait à dire au compositeur, on va faire un album. Est-ce que ça dirait, de toi qui es bon là-dedans, de faire 3 musiques pour cet album, toi de faire 2 musiques pour cet album, puis on sortait des albums plus progressivement. Donc ça, là, ça nous a... La transition s'est faite naturellement, où vous saviez où vous vouliez vous en aller, donc vous vouliez migrer vers quelque chose de plus gros, plus large. Tout à fait. Puis vous avez pris action sur ce que vous aviez... Tout à fait, c'est ça. En fait, l'évolution s'est faite naturellement, puis on s'est rendu compte que pour grossir à l'international, ça prenait qu'on ait un format qui soit comme nos concurrents ou comme nos entreprises comme nous en fait, dans le reste du monde. Fait qu'on est passé du jour au lendemain, enfin en un an, d'une librairie en ligne avec des albums, ce qui nous a permis de pouvoir commencer à appeler les compagnies internationales en leur disant « Est-ce que notre librairie vous intéresse pour nous représenter ?» Et en fait, ça nous a ouvert tout un nouveau pan qu'on ne connaissait pas du tout, qui est vraiment le fait de se faire représenter à l'étranger, dans tous les pays. Et dans chaque pays, en fait, il faut trouver un partenaire pour des contrats souvent qui durent de 3 à 5 ans. Puis, en fait, trouver les bons partenaires qui, eux, vont générer de l'argent et des droits d'auteur à partir de tes musiques, là où toi, tu sais, tu ne serais pas allé, là, tu sais, au Japon. Faut par contre garder une certaine qualité, j'imagine. En fait, il faut trouver des partenaires de la même C'est exactement ça. En fait, au fond, c'est là où le fait d'avoir vraiment pris la direction d'une qualité dès le départ pour la librairie, ça nous a servi à ce moment-là, certains. Parce qu'il y a des tonnes de librairies qui se créent à tous les jours, qui sont de plus ou moins de bonne qualité, puis qui cherchent des partenaires. Quand on est arrivé, qu'on a frappé à la porte de sous-éditeurs au Japon, aux États-Unis, ils ont d'abord écouté nos musiques. On a eu des échos très très positifs très vite grâce à ça. Fait qu'on a eu des partenaires dans le monde entier, Nouvelle-Zélande, très rapidement. Puis ça s'est fait très vite. Je ne pensais pas du tout que ça se ferait si vite. Puis ça s'est fait très vite. Comment ça fonctionne? Il y a un de vous qui se dirige vers le Japon, vers l'Australie? En fait... ou c'est juste par courriel? Juste par courriel. Ah ouais, en fait, il y a le NAB Show, là, que tu connais. Okay, il y a le NAB qui est la plaque tournante aussi pour la librairie musicale, où tout le monde se rejoint. Il y a la PMC, qui est un peu aussi le regroupement des producteurs et des éditeurs de musique. Chaque année, où on se rejoint. Mais c'est aussi le salon, quelque part, de l'échange de la librairie musicale. Donc, où tu rencontres tes sous-éditeurs, tu rencontres des sous-éditeurs que tu aimerais bien qui te représentent, et toi-même, tu peux représenter des sous-éditeurs. Donc c'est un échange de bons procédés. Mais ça nous a mis un peu dans la cour des grands aussi du jour au lendemain. Puis avec une réputation, on s'en est rendu compte, puis on était super fiers en fait d'avoir pris ce virage de qualité, parce qu'on s'est rendu compte que dans ce paysage-là, on faisait partie de ceux qui faisaient de la bonne musique. Puis c'est toujours très agréable là, quand les gens viennent te voir en disant « je viens voir ». Parce que vous faites de la bonne musique, comme l'avaient fait d'autres partenaires ici qui étaient venus nous voir pour qu'on leur produise de la musique. Fait qu'à ce moment-là, ça a été, on a passé quand même encore, je pense, une coche sur le fait de continuer à produire de la bonne musique, puis à se faire représenter pour produire de la musique. Puis c'était le fun, parce qu'on voyait nos compositeurs qui me disaient j'ai vu que j'avais des droits d'auteur qui venaient d'Australie, qui venaient du Japon. Tu sais, c'est notre job aussi, mais cool. C'est agréable. c'est agréable, puis tout à fait. Ça mousse le marché aussi pour vos producteurs. Tout à fait. Donc, la qualité vous a mené vraiment tout au long à réussir à innover à travers ça, de passer de... C'est certain, parce que la musique stock ou la musicomètre avait une réputation qui était justifiée. C'était comme c'est vrai, là. Pendant des années, la musique qu'on trouvait dans des sites de librairie musicale était poche, mais pour une bonne raison. C'est que les gens qui la produisaient, à la base, quelque part, il n'y avait pas un lien
de je crée, tu me payes, parce que comme une musique de commande pour une publicité ou quoi, il fallait faire de la musique, il fallait la mettre dans un endroit, puis il fallait attendre qu'elle génère de l'argent. Ouais. Tu sais. Fait que pour trouver un Il faut en espèce produire beaucoup pour que ça rapporte. Là. puis pour trouver une économie là-dedans, tu sais, pour trouver un souffle, Ouais. c'était pas facile. Puis c'est pour ça que le droit d'auteur est très important là-dedans, parce que cette économie-là, là, qu'il y avait en Europe, est plus difficile à trouver ici à cause du droit d'auteur qui n'était pas assez élevé. Enfin, c'est pas qu'il n'est pas assez élevé, c'est qu'il ne pouvait pas représenter une économie à lui tout seul, mettons. Puis nous, c'est ça la chance qu'on avait, c'est que comme les musiques qu'on produisait ici généraient du droit d'auteur aussi en Europe et puis aussi à l'international, finalement, on n'était pas obligé d'attendre que le droit d'auteur au Canada Prennent le dessus. soit notre économie, en Ouais. fait, au fond. Mais on pouvait pour autant commander et puis en générer de plus en plus. Puis ça a permis de mettre de l'eau au moulin, qui a fait que certains compositeurs, et d'ailleurs, je les remercie beaucoup pour certains de nous avoir fait confiance, parce qu'aujourd'hui, là, il y a des gens qui me disent « Waouh, je gagne de l'argent sur des affaires que j'ai faites il y a 5 ans, puis c'est fou, ça me rapporte vraiment de l'argent. » tu sais. C'est comme, alors puis à l'époque, il y C'est allait... recycler du temps, en fait. Le temps est investi sur du très long terme. Puis C'est dans ça. 4, 5 Puis ans, le long ça terme, peut là, en revenir. 2018, on sait que les gens... acheté 2, 3, 4, 5, 100 fois. Exactement. C'est pas obligé d'être une musique originale qu'après, dans un tiroir, puis c'est fini. C'est ça, c'est le court terme face au long terme. Puis, mais tu sais, c'est sûr que ça a pris beaucoup de temps et de patience, moi, pour que je puisse convaincre les compositeurs que c'était un travail longue haleine, puis qu'il fallait... Alors évidemment, on achète la musique à un certain prix au départ, tu sais, on ne leur demande pas de faire de la musique gratuitement, mais c'est pas ça, ce qu'on vise, c'est quand même le droit d'auteur à terme, là, tu sais. Puis il suffit qu'il y ait une musique, comme c'est le cas pour un des compositeurs canadiens, là, que j'ai vu encore récemment, il y a sa musique qui a été prise sur une publicité toute Europe, puis vraiment une track leur a apporté, vraiment une seule, sur toutes celles qu'il a faites, rapporté de quoi... ça justifie toutes les autres, mettons. Tout le reste qu'il a fait comme 60 musiques, puis rien que celle-là, ça justifie tout. En même temps, on ne pouvait pas lui garantir au départ, on ne peut pas le promettre. C'est un peu une forme de loterie. Ben, oui et non. Mais... Je veux dire, pour le gros lot, j'allais dire, mais tout génère de l'argent parce que c'est tout diffusé dans des émissions de télévision. Ça génère petit à petit, tu sais, c'est comme un placement en banque. En fait, c'est souvent ça. Ouais. C'est ce que je dis aux compositeurs. Investissement. C'est un investissement. Compose maintenant, puis laisse ton affaire fructifier sur des années qui viennent. Tu sais, c'est du... Il y a beaucoup de gens qui misent là-dessus pour te faire travailler. Mais après, ceux qui tiennent leur parole, c'est rare, c'est plus rare. c'est plus rare. J'avoue. Non, c'est vrai, mais au fond, en même temps, je justifiais ça avec un historique, puis une expérience que j'avais eue. Je ne leur mentais pas, et puis ils le voyaient très bien. Tu sais, c'était comme... Donc, c'est ça, je pense que ce virage de qualité, puis ce virage finalement de droit d'auteur qui a pris le pas, ça a fait comme une espèce d'inertie, puis une espèce de cercle vertueux qui a fait qu'aujourd'hui, les collaborateurs avec lesquels on travaille, les compositeurs, sont convaincus, on va dire, du système du droit d'auteur et que ça fonctionne. Tout à fait. Puis toute cette innovation-là de mettre sur pied, en fait, de partir de compositeurs qui veulent mettre sur pied une librairie, tout en gardant la qualité et tout ça. Vous avez fait cette innovation-là. Est-ce que tu crois que c'est important pour tout le monde qui veut, je ne dirais pas croître son entreprise, faire grandir son entreprise, mais plus développer son entreprise? Au sens où, quand tu cherches une idée, comment on peut... est-ce qu'on doit se recentrer sur nos valeurs? Comment on cherche à innover? Comment on trouve l'idée? C'est une très bonne question. En fait, je pense que l'innovation, on rêve tous d'inventer le super concept qui fait que on va transformer le monde, les affaires disruptives, qui dit demain j'ai le nouveau modèle d'affaires qui... Oui, c'est vrai qu'il y a certaines compagnies qui arrivent, mais je pense que l'innovation, pour la majorité des compagnies, en tout cas des compagnies de taille moyenne comme nous, c'est vraiment de garder les yeux ouverts sur les évolutions des habitudes et sur les évolutions du marché lui-même. En fait, faire une énorme innovation, c'est cool, mais innover, en fait, faire des petites innovations, comprendre son marché, puis rapidement transformer son marché pour s'y adapter, en fait, c'est non seulement indispensable, enfin, il faut le faire. Il faut s'adapter, c'est ça. En fait, au fond, si tu ne le fais pas, puis on l'a tous vu, en fait, ton entreprise, elle est vouée à couler, tout simplement. Il faut connaître son client. C'est ça, en fait, innover, c'est comme comprendre, puis les affaires changent vite, tournent très très vite. Tu sais. Moi, la musique originale, quand je suis arrivé, tout le monde, c'était comme que ça, puis les librairies, là, c'était comme vraiment... C'était le paria là, de la musique, c'était vraiment... C'était sale, là, tu sais. Puis
je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu ce virage-là parmi mes concurrents. Puis moi, au début, j'étais comme sur la librairie, puis les gens me regardaient un peu comme ça, puis j'ai vu comme des librairies pousser du jour au lendemain chez tous mes concurrents. Comme d'un coup, c'est comme si c'était le nouveau marché. Tu sais, à part que l'avantage qu'on avait, nous, c'est qu'on avait cette structure en France, puis cette structure internationale qui faisait que le droit d'auteur, on peut le faire fructifier petit à petit. Eux, c'était comme, j'ai vu certaines personnes créer des librairies musicales dans la concurrence qui étaient comme vraiment que les chutes de ce qu'il y avait eu dans leur offre publicitaire, puis ils offraient juste des 30 secondes, tu sais. Okay. C'était comme une librairie de 30 secondes, puis j'étais comme... en fait, ils se sont rendus compte que c'était une offre qui était de plus en plus en demande. Ouais. Mais en même temps, le savoir-faire de librairie n'était pas là. Nous, ça faisait comme des années qu'on le travaillait. Vous l'avez vu juste à temps, en fait. Ah oui, puis la façon dont nos musiques sont constituées, c'est pas des chutes, en fait, au fond. C'est-à-dire, à la base, c'était des chutes, mais toujours retravaillées. On sait exactement comment travaillent les utilisateurs, puis les monteurs, puis les musiques sont constituées dans des durées, dans des formats, dans des styles, dans les structures, en fait, de sorte qu'on sait qu'un monteur, que ce soit pour une publicité, pour un programme... peut faire un 30 secondes, peut faire un 15 secondes. C'est ça. Il y a besoin de sa partie. C'est ça, il y a partie de son introduction, il y a besoin de son truc, il y a besoin du break qui fait que ça va partir, puis à la fin, si quelqu'un se dit comme, je vais improviser une musique, puis la mettre en librairie, non, il y a beaucoup de code, en fait. Okay. Beaucoup de code qui est important de connaître et qu'on indique à nos compositeurs. Puis nous, nos compositeurs, on leur demande des affaires, puis on fait beaucoup d'allers-retours pour être certain que ça fit avec les besoins des utilisateurs. La musique, on la compose, il y en a beaucoup qui disent qu'on la compose comme d'avance, puis tu sais, il faut que ça marche. On la compose d'avance, mais avec beaucoup de contraintes. Avec tout ça derrière la tête. Bien sûr, en se disant, elle va être utilisée de quelle façon, puis on a regardé travailler les monteurs et les réalisateurs. On a pris beaucoup d'avis sur qu'est-ce qui est important pour eux dans la musique, les différentes parties, la durée totale. Il y en a qui disent, regarde, moi quand je dois habiller un programme de 4 minutes, tu sais, puis que ta musique elle dure 2 minutes, j'ai pas envie de la louper 2 fois. Là. Donc il faut que je puisse comme louper un peu l'intro, puis si j'ai une partie plus calme, elle, je peux la doubler. Ouais. Donc ça a fini par nous faire une espèce de plan de match très mathématique au fond, qui fait que ce qu'on propose, c'est très friendly user là, pour les réalisateurs et les monteurs. En fait, c'est pour ça que mettre en ligne des affaires qui sont comme random, des affaires que tu as faites, en fait, c'est pas la même philosophie. Tu sais. C'est vraiment de rentrer en fait dans ta clientèle puis de la connaître jusqu'au plus profond de lui-même, d'elle-même, puis de savoir quoi lui offrir d'avance. En fait. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il va vouloir dans 6 mois, dans 1 an. Complètement. Qu'est-ce qui lui fera plaisir. Puis, Et l'autre innovation qu'on a eue, ça a été un petit peu, ça arrivait un peu en deuxième partie, je dirais, c'est qu'on s'est rendu compte que les musiques qu'on produisait, on avait accès évidemment aux pistes séparées parce qu'on travaillait avec les compositeurs, et on s'est rendu compte que les gens adoraient venir chez nous parce qu'ils aimaient la qualité de la musique qui était bonne, mais qu'ils avaient une angoisse, et il y en a beaucoup qui viennent de la concurrence chez nous à cause de ça, c'est-à-dire de voir que la musique qu'ils ont choisie, elle se retrouve comme partout. Tu sais, ils ont peur d'être... l'entendre à la radio, chez un compétiteur. Tout à fait, chez un compétiteur, puis à la radio, à la TV. Puis parfois, certains concurrents victimes de leur succès, c'est un peu, pour notre chance, là, c'est un peu leur défaut, leur problématique, là, c'est que trop de succès égale, c'est partout, puis les gens... Fait que nous, on s'est rendu compte de ça, puis c'est sûr que on s'est mis à réfléchir à un service qui pouvait faire en sorte que la personne puisse avoir sa musique de façon pratiquement exclusive, mais en musique librairie. Et on a proposé un service d'optimisation de musique en disant aux clients, regarde, check là-dedans s'il y a une musique qui t'intéresse. Si le mood t'intéresse, éventuellement, on peut aller modifier cette musique-là avec toi pour la rendre originale, mettons. Tu sais. Puis ça, on s'est rendu compte que c'était un service qui existait pratiquement nulle part. Puis que les gens adorent ça, parce qu'en fait, même si la musique peut-être originale aura été utilisée, la musique qui était dans la librairie aura été utilisée sur d'autres campagnes, ben, eux, comme ils ont repris l'esprit, le fond, on va dire peut-être avec les drums, avec la guitare, mais s'il y avait des cuivres par exemple, ou s'il y avait... Fait qu'on se rapproche d'une composition originale. En fait, je reviens à mes premières amours. C'est ça. On se rapproche d'une composition originale, mais tout en ayant magasiné sur une librairie accessible à tous. Ce qui permet d'avoir justement un service un petit peu plus personnalisé. Tout à fait. Et puis beaucoup plus confortable, en fait, avec un réalisateur, parce que, comme je disais tantôt, le réalisateur, souvent, comme il veut une musique, puis il sait pas forcément mettre des mots sur ce qu'il veut, puis il va me donner des références de musique du commerce. Là, l'avantage, c'est qu'il peut aller magasiner dans la librairie une musique qui va lui plaire,
Puis en plus, il peut me demander des affaires. Et pour nous, c'est beaucoup plus confortable parce que le mood est déjà là. Le mood est là, l'esprit est là. Il n'y a pas à tout réinventer. Puis ça, c'est super confortable pour un compositeur parce que c'est vraiment ce qui est le plus douloureux pour un compositeur, c'est d'avoir un client qui, par exemple, c'est pas faire une différence entre deux instruments, tu sais, comme il va dire, j'aimerais lever le piano, puis il n'y a pas de piano, c'est une guitare, tu sais. C'est difficile parce qu'un compositeur ne sait pas quoi faire ou comment le dire, puis tu ne veux pas non plus vexer, tu sais. C'est pas le cas, il y a beaucoup de réalisateurs et de monteurs qui connaissent leurs affaires, tu sais, mais quand ça arrive, c'est vrai que c'est agréable de comme, diriger vers la librairie en disant, est-ce qu'on parle de ce genre-là, puis d'aller avancer petit à petit de cette façon-là. On le sent, en fait, quand on commence à travailler avec vous ou vous présentez cette librairie-là. Nous, on achetait ailleurs, en fait, avant. Puis quand on s'est fait approcher, ben, c'est de dire, ben, vous avez juste une place où aller maintenant pour enregistrer vos voix, faire modifier la musique, puis acheter votre musique, qui pour nous, une facilité, en fait, qui est très chouette. On peut vraiment travailler à ce qu'on sait faire. Nous, c'est faire de la vidéo, faire de la photo, travailler sur des projets, pitcher des idées. Puis on travaille avec vous parce que vous savez de quoi vous parlez aussi. Donc c'est le fun de voir aussi qu'on peut, on peut travailler avec des professionnels qui savent un peu faire tout à l'interne. Ben merci de nous le dire. C'est vrai que c'est le fait qu'on ait un studio d'enregistrement, parce qu'on l'a gardé à la base, ce studio-là, les musiques qu'on commandait à nos compositeurs passaient dans le studio, puis passaient à travers les mains de notre ingénieur de son, pour qu'on puisse garder un contrôle qualité, je dirais, sur tout ce qui rentre dans la librairie, parce que très rapidement, ça a été vraiment notre cheval de bataille. Là, c'était comme, il faut que la qualité soit la meilleure. Mais avant même que, on va dire que ça roule très fort pour nous, on s'est vraiment dit comme, il faut qu'on garde cette qualité-là. C'était notre plaisir, premièrement, mais on s'est rendu compte que c'était super demandé. Le fait d'avoir vraiment un studio en interne pour finaliser les musiques de nos compositeurs, toutes les mixer, puis être certain de ce qui allait sortir de là, c'est devenu naturel assez rapidement pour nous. Puis on a profité finalement de ce studio-là pour offrir des prestations d'enregistrement, de sound design, puis de mixage, voilà, pour la publicité, pour le corpo, le web, etc. Puis c'est vrai que maintenant on a comme deux studios, un où on fait exclusivement du mix pour la librairie, puis l'autre qui sert à la fois à faire des sessions d'enregistrement pour les clients, puis du mix, mais aussi du mix pour la librairie. Puis oui, c'est comme une espèce d'usine fermée où tu peux nous faire confiance, tu as un besoin sonore. Ben, en fait, vos premiers amours, en fait, c'est ce qui vous donne la plus-value à la fin. C'est que vous n'avez pas transigé l'entreprise vers une entreprise de librairie, mais vous avez étendu les possibilités avec l'entreprise. Tout à fait. Le studio qui vous donne une plus-value sur une autre librairie maintenant. Complètement. C'est vrai, c'est vrai. Puis c'est sûr qu'on va continuer à diriger ça, mais c'est vrai que la librairie, on veut continuer à l'amener, on va dire, dans quelque chose qu'on veut incontournable. Comme on a mis l'accent sur la qualité, on veut que les gens disent comme la meilleure librairie en qualité, on veut que les gens se disent ça, là, tu sais. Donc on continue quand même à travailler fort sur notre côté librairie. L'adaptation, c'est le fun, puis on veut continuer à le faire, mais on veut que la réputation de la librairie soit assez grande pour que les gens aient le réflexe, puis que ce ne soit pas forcément le studio qui les fasse venir, mais ce soit vraiment la réputation et la qualité de la musique qui les fasse venir avant tout. En ce moment, on n'a pas de vente en ligne, mettons, mais ce qui nous empêche de pouvoir vraiment se développer dans le reste du Canada, parce que les gens sont comme... Qu'est-ce que tu veux dire, pas de vente en ligne? C'est-à-dire des licences, en fait, pour que les gens puissent acheter en ligne leurs licences, parce que notre système est différent des autres librairies. À partir du moment où tu t'inscris, tu peux les télécharger, puis ça ne changera pas. Par contre, aller libérer les droits d'une musique en achetant la licence, le droit d'utilisation pour un format particulier, avec des affaires pré-clearées, c'est-à-dire comme moi, c'est un vidéo web qui va être... Tchac, remplir ces affaires-là. Puis... Est-ce que ça vous freine? Est-ce que c'est quelque chose que tu sens qui vous freine? Alors, ça ne nous freine pas aujourd'hui, parce que ce n'est pas un marché qu'on a décidé vraiment d'attaquer à fond, mais c'est certain que si on n'a pas ça, ça ne nous permettra pas d'attaquer le reste du Canada, le Canada étant quand même très très grand, d'un point de vue géographique, je veux dire, si on ne se rend pas là-bas, tout le travail qu'on a fait ici, c'est un travail de proximité, comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, pour pouvoir communiquer le fait qu'on est c'est sûr que ça vous rend très accessible au niveau de l'humain. On parle à quelqu'un, on sait que quand on achète chez vous, on va parler à un producteur, on va parler à quelqu'un qui va nous dire quel est ton projet. Fait que c'est un service un peu plus premium, peut-être un petit peu plus oui, puis c'est nos valeurs, personnalisé, mais ça fait partie de vos valeurs. Complètement, c'est nos valeurs, puis on ne veut jamais arrêter ça, mais sauf à ouvrir un bureau à Toronto, puis refaire la même affaire, puis ouvrir un autre bureau à Vancouver, puis faire la même affaire.
Peut-être que ça viendra, mais pour l'instant, notre évolution naturelle va être vers le fait de libérer des licences en ligne, puis être plus connu et reconnu Ouais. sur, tu sais, sur le SEO aussi. Parce que pour l'instant, on est vraiment, on croit tellement en l'humain qu'on a tout misé dessus, fait qu'on va Ouais. chercher pratiquement tous nos clients à la main, en les appelant, en Ben, venant c'est ce leur qui fait présenter. une partie de votre réussite, j'imagine. Sûrement, oui. C'est ce qui fait un peu le charme aussi de notre compagnie, mais c'est sûr Ouais. que ça, on ne veut surtout pas l'arrêter, mais on veut aussi pouvoir être accessible en ligne, parce qu'on a de plus en plus quand même des réalisateurs qui nous appellent de Toronto, puis notre système de libération de droits est tel qu'il faut nous appeler, puis on te donne, on t'envoie ta facture, ta licence, Ouais. puis tu as le droit. C'est vrai que je pense on va pouvoir libérer du temps pour certains réalisateurs qui sont dans le Saskatchewan, qui ont besoin d'une musique rapidement, puis qui n'ont pas besoin de nous appeler Ouais. ou quoi. On va attendre là-dedans pour justement qu'on puisse se consacrer moins sur des libérations et des petites factures pour des utilisations de musique Ouais. petites et ponctuelles, Ouais. pour mettre plus d'énergie sur nos clients qui sont à proximité, Ouais. le studio, puis toujours produire plus de musique et de la bonne musique. C'est vraiment. Je suis content d'avoir ce petit avant-goût de BAM. Nico, on a parlé beaucoup du début de BAM, de ce que BAM fait, comment ça a innové, comment ça a amené une librairie dans le domaine, tout ça, comment vous êtes fait votre place avec la qualité que vous livrez, etc. Puis que vous avez misé beaucoup sur cette qualité-là pour pouvoir perdurer dans le temps. J'ai été témoin quand j'étais chez vous la dernière fois d'un appel vidéo avec ta famille, en fait, ta femme et tes enfants, pour leur souhaiter bonne nuit. J'ai trouvé ça très touchant, à quel point ils connaissent tous les employés, ils connaissent les noms, ils connaissent tout le monde, en fait, qui travaille avec vous à Montréal. Et réciproquement, eux connaissent tes enfants. Parle-moi un peu de ta vie d'entrepreneur. En fait, les enfants, tu les as eus ici, au Canada, mais tu as eu une conjointe qui, en fait, qui est arrivée, si je comprends bien, à peu près en même temps où tu es Ouais. arrivé ici. Mais comment conjugues-tu travail et famille? En fait, du mieux que je peux, c'est pas toujours Ouais, non, simple. c'est clair, parce qu'en fait, toi, tu viens ici à peu près à Montréal une fois C'est par ça, mois, c'est une ça. fois Je suis par parti à peu 2 près, mois? je suis parti à peu près 3 ans et demi après avoir construit mon équipe ici. Je suis rentré en France, puis je fais des allers-retours tous les 3 mois à peu près, OK, tous les 3 mois. une dizaine de jours. Puis c'est certain que ma famille est dans le sud de la France. Puis j'ai mes 2 enfants, j'ai ma grande fille qui a 6 ans, mon petit garçon qui a 4 ans. Puis quand je viens ici, pendant 2 semaines parfois, c'est sûr que la distance est un peu compliquée. Puis eux, j'ai toujours trouvé ça très naturel de présenter que mon travail ne soit pas tabou pour mes enfants, déjà, d'une façon générale. Je trouve ça super important qu'il y ait une assez bonne idée de quoi ressemble ma vie, mon activité. Pour moi, il ne faut pas cloisonner le travail, la famille. Enfin, c'est important de consacrer du temps que à sa famille ou que à son travail, mais Ouais. dans la connaissance des gens et puis dans l'idée que j'en ai, dans le partage, dans les échanges entre humains, là, si je devais dire ça. Je trouve que c'est important que les gens avec qui je travaille connaissent ma famille, puis que si la famille a envie, comme c'est le cas pour mes enfants, parce que c'est eux Ouais. qui ont ce plaisir-là, qui aiment discuter avec les gens. Mais quand je fais des Skype avec eux, quand je suis ici, qu'eux sont en France, c'est souvent mes enfants eux-mêmes qui réclament à dire comme il y a qui, est-ce que je peux dire bonjour à tout le monde, etc. Puis c'est comme un cercle vertueux là qui fait que Ils n'ont sûrement pas pris ça de nulle part non plus. Ils ont sûrement eu ces valeurs-là inculquées certains, par non, leurs mais c'est parents. sûr. Bien sûr, c'est quelque chose auquel je crois. Moi, de toute façon, d'une façon générale, en éducation, comme dans la façon dont je manage, pour moi, c'est les échanges entre humains, c'est ce qui est le plus important. Il peut y avoir des moments où on peut se dire des choses plus difficiles, des moments plus agréables, mais globalement, il faut qu'on jase. Il faut qu'il y ait des échanges, il faut que les gens disent, enfin, soient transparents sur comment ils se sentent, s'ils sont bien. Puis depuis des années, on voit que ces valeurs-là sont super importantes en entreprise, puis permettent aux gens de pouvoir, se sentir bien, en fait, au fond, à la job. C'est quelque chose que je prône moi depuis très longtemps, c'est cette espèce de transparence, puis le fait qu'on se sente bien à la job, puis les valeurs que ça véhicule, c'est super important pour moi, la confiance en premier. On en parlait tantôt, je suis parti depuis 3 ans, puis je continue à diriger l'équipe à Montréal, à distance, là, à 6000 km. Ça donne une vague idée de la confiance que j'ai en eux, tu sais. Puis confiance, transparence, c'est ce que je prône. Puis l'équipe travaille très fort depuis 3 ans. Et puis quand je reviens, on a juste des affaires, mais globalement, l'équipe, la compagnie ne s'est pas écroulée quand je suis parti. Quand je reviens, il y a toujours des affaires à faire, à ajuster. Mais globalement, cette confiance générale que j'ai
alors que je suis à distance, la confiance qu'eux ont en moi aussi, parce que en tant que dirigeant, c'est comme il y a des kilomètres, mais est-ce qu'ils s'occupent de nous? Est-ce qu'ils pensent vraiment à nous? Et tout ce qu'il faut faire pour justement que tout ça, ça continue à fonctionner. Et puis mon implication, tout ça, ça se ressent. Puis cette transparence à travers les enfants qui veulent parler, eux qui parlent aux enfants, le fait que c'est ouvert, les gens connaissent mon état d'esprit, mes valeurs, puis la façon dont j'ai envie de runner tout ça, je crois que ça finit par se ressentir, effectivement. Comme les enfants ont envie de discuter avec cette équipe, parce que je pense que pour eux, c'est comme des amis, au fond. Ouais. Mes employés sont un peu comme mes amis. Puis eux, je pense que mon équipe, si jamais elle ne voulait pas parler à mes enfants, ne me dirait pas. Je ne dirais pas, mais elle ne serait probablement pas dans ton équipe, dans le sens où, pas que ça ne leur tente pas, mais j'imagine que, en fait, on attire les gens qui nous ressemblent. C'est dans leurs valeurs. Puis globalement, tous mes recrutements, je les ai faits de même. La première personne qui est venue travailler chez BAM, c'était la personne qui travaillait dans le salon de coiffure en face. C'est pour donner une vague idée. C'est comme ça. Ouais. C'était la personne qui me faisait le shampoing, puis qui était en communication. Moi, je venais de créer la compagnie, le local où on est aujourd'hui. Je venais de le prendre, là. C'était en 2009. Ouais. Puis je me dis qu'il fallait que je trouve quelqu'un pour le développement. Puis au lieu de faire comme tout le monde, par le circuit classique, de mettre une annonce, puis passer des entretiens, elle m'a dit, je suis dans la communication. Je lui ai dit, tiens, viens me voir un de ces quatre là. Puis on a jasé. Je lui ai dit, regarde, si tu as envie de commencer, tu peux commencer demain. Ça s'est passé comme ça. C'est très cool. Mais ça, ces valeurs-là, pour toi, est-ce que c'est important de véhiculer ça à tes enfants, dans le sens où c'est pas de garder la famille et le travail, pas, la relation entre la famille et le travail, pas trop tabou. Comment tu vois l'éducation de tes enfants à travers tout ça? Ce que j'essaye de faire, c'est que leur dire qu'il n'y a pas de tabou, comme tu dis. C'est-à-dire il faut que le métier que vous allez faire soit quelque chose qui soit ludique. Je ne sais plus qui disait ça, mais l'idéal, c'est de trouver quelque chose qu'on ferait gratuitement, puis se débrouiller pour vous générer de l'argent avec. Ouais. En fait, d'en vivre. Et d'en vivre, tout à fait. C'est-à-dire, faisons de l'argent là. Fais-le gratuit. Tu pourrais le faire gratuitement, mais débrouille-toi pour que ça te rapporte de l'argent, en fait. Et en vivre. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est quelque chose qui est très important parce que ça balaye toute une autre théorie qui est qu'un travail, c'est une case. Puis que toi, tu dois rentrer dans cette case. Tu dois. Ouais. Parce que dans la première théorie, ça veut dire que tu peux inventer des métiers. Peut-être que demain, tu peux inventer un truc qui n'existe pas, puis regarde tous les influenceurs, tout ce qui est arrivé là depuis ces dernières années, c'est des métiers qui n'existaient pas, puis les gens font leur passion, puis ils en vivent et ils en sont très heureux. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu ce que j'ai fait aussi, parce que je me suis laissé porter comme dans les affaires qui m'intéressaient. C'est la musique, c'est le son. D'ailleurs, j'ai essayé de faire carrière au départ dans le son, alors que je me sentais vraiment musique, et je suis revenu à la musique par la librairie, justement. C'est un peu la même chose, donc ce que j'ai envie d'inculquer à mes enfants, c'est ça. Mais ce que j'ai envie d'inculquer aussi... C'est cette liberté de pouvoir... Ouvre les yeux, c'est comme regarde ce qui t'attire naturellement. Puis donc, je ne veux pas leur fermer de porte. Donc, toutes mes actions, j'ai un seul mot d'ordre, ne pas fermer de porte. Ne jamais dire « Ah, c'est comme ça. Ah. » Moi, les trucs, on dit « La vie, c'est dur, c'est normal. » Je trouve que non, au contraire, il faut dire comme la vie, ça peut être dur, mais ça peut être aussi cool. Ouais. Écoute-toi. Puis dans les entretiens que je fais aussi pour les gens que j'ai engagés, ça a toujours été ça. Je discute, mais je discute assez peu de jobs là. Je discute, puis je vois si c'est fluide, leurs envies, si ça correspond. Et donc je pense que ce que je fais dans mon management et dans mon recrutement, je le fais un peu aussi chez nous. Donc c'est peut-être pour ça que finalement entre eux ils s'entendent bien. Comme tu me disais tantôt, en fait, c'est que je vois que tu agis exactement la même façon à la maison qu'au travail. Et en fait, tes employés, c'est comme tes enfants ou ta famille. Puis ta famille, c'est pas tes employés, mais ça reste que c'est les mêmes agissements ou les mêmes valeurs qui vont toucher les deux. Puis comme tu me disais tantôt avant l'entrevue, ça devient plus compliqué de mettre la ligne entre les deux puis de cacher des choses à un ou à l'autre. Pas nécessairement les cacher, mais de garder le travail au travail puis de garder la maison à la maison. Ça devient plus compliqué, je pense, en tant qu'entrepreneur, de cacher les deux plutôt que de scinder les deux ensemble. Tout à fait. Oui, c'est sûr qu'eux vont ressentir si on passe des passes compliquées, si, mettons, c'est compliqué avec un client à un moment, puis qu'on ramène ça à la maison. Ce que j'essaye de ne pas... Ce que je veux qu'il soit fluide, c'est les valeurs, en fait, au fond. Après, emmener ses soucis de travail à la maison et être fatigué ou énervé parce qu'on a un problème à job, puis finalement être moins patient avec ses enfants, ou inversement, si on a mal dormi... parce qu'on a un nouveau bébé à la maison et arriver à la job et commencer à être moins agréable parce qu'on manque de sommeil, c'est pas ce que je prône en fait au fond. Mais pour moi, l'idéal ce serait que ça soit imperméable à que, tu sais,
que l'un empiète pas sur l'autre, mais les valeurs sont les mêmes. Les valeurs de partage, les valeurs. En fait, c'est un peu une philosophie de vie, en fait, un peu, tu sais, sur le côté. Sur le côté, en fait, fais ce qui est fait pour toi. Tu sais. Fais ce qu'il faut. Puis moi, mes enfants, aujourd'hui, me diraient comme, j'ai pas envie de discuter avec les gens au travail, je les forcerai pas. Tu sais. Je le fais parce qu'ils ont envie. Tu sais, ils ont envie, puis ils me le demandent. Puis ma petite fille, elle est vraiment extraordinaire pour ça. Quand je commence un Skype avec elle, c'est elle qui me dit, y a qui autour de toi, je peux aller lui dire bonjour. Puis c'est ça. Son côté sociable. C'est sûr que c'est pas la maman qui surveille. Mais non, mais tout ça, c'est le fun d'entendre parce que moi, ça me parle beaucoup. Je pense que l'entreprise Pingouin aussi a un peu cette façon de penser où on a du plaisir au travail. On fait en fait ce qui nous tente dans le sens où on travaille dans un certain domaine, mais c'est tous des gens qui sont passionnés. Puis je pense qu'on fait ce qu'on aime. Tout à fait. Puis c'est aussi une philosophie de vie au sens où on va pas se créer du travail qu'on n'aime pas. Non, certain. On essaie de mettre ça en commun puis de travailler on ne va pas à job en traînant des pieds non plus. Non. C'est ça c'est toute la différence. Un objectif. Puis quand les enfants vont grandir, tout ça, est-ce que pour toi, ça serait quelque chose d'envisageable qui te disent « Papa, je veux travailler avec toi ». Comment tu vois un peu la philosophie entreprise? Est-ce qu'une entreprise familiale, tu as des associés, c'est sûr que c'est peut-être plus compliqué, mais si un jour leur passion venait à être la musique, comment tu envisages ça? En fait, ma philosophie, c'est plutôt de ne pas fermer de porte. En fait, au fond, ils évoquent l'envie de travailler avec moi dans la musique ou dans n'importe quoi d'autre, puis que je vois que c'est quelque chose qui leur correspond, qui fonctionne bien par rapport à une situation, bien sûr, ce sera avec grand plaisir. Mais je n'irai pas les pousser à faire mon travail, ou j'irai pas. En tout cas, je ne les fermerai pas. Certains que je les obligerai pas à aller réfléchir à un métier plutôt d'avocat, médecin ou ingénieur, mettons. C'est certain que mon expérience fait que je veux leur laisser le champ le plus large possible. Après, si, comme je les vois passionnés l'un ou l'autre de musique, puis qu'ils me disent c'est vraiment ce que tu fais que j'aime, est-ce que tu peux m'aider? Bien sûr. Est-ce qu'on peut travailler ensemble? Bien sûr. S'il y a une formule à trouver pour qu'on travaille ensemble, pourquoi je dirais non? Il n'y a pas plus proche collaboration que collaboration familiale, en fait. Pourquoi pas? Je ne suis pas contre. Après, il faut voir quel contexte, ce qu'on peut faire, mais non, je crois que ce serait formidable, en fait. Puis, si je peux juste me permettre, qu'on le garde ou non, là, mais avec tes associés, tout ça, comment ça réagit, travail-famille? Est-ce que les 3 associés, vous impliquez vos familles, tout ça là-dedans? Ou... En fait, en association, dans le cadre d'association, il y a eu les 2 associés initiaux. Finalement, il y en a un 3e qui s'est rajouté, puis un 4e qui s'est rajouté, puis il y en a 2 parmi la mouture initiale qui sont partis, et on a un nouvel associé qui est rentré il y a 2 ans. Moi, c'est très spécial parce que je suis le seul à diriger la compagnie à distance. Eux, je pense que c'est beaucoup plus... Mais c'est aussi plus français, je dirais, peut-être, tu vois, de vraiment cloisonner famille-travail. Puis, il y a eu beaucoup de transformations ces dernières années aussi à Paris, beaucoup plus qu'ici, quelque part. Fait que il y a moins de stabilité d'équipe là-bas, fait que je pense que c'était moins évident pour qu'il y ait cette façon de faire. Puis je crois que c'est quand même c'est très moi plutôt que BAM, là. Tu sais, le côté un peu mélanger tout ça, et puis on voit si ça prend pas, c'est pas grave. Mais... je pense qu'avec des bonnes valeurs comme ça, on peut s'assurer que ça va durer puis que ça va prendre. C'est ce qu'on espère. Mais en tout cas, je vais faire une petite conclusion maintenant de tout ce qu'on a parlé. En fait, je vais être très bref, mais on a parlé de l'histoire derrière BAM, de la composition à la librairie, l'innovation dans une entreprise comme BAM, qui a été de créer cette librairie. En fait, de prendre l'opportunité, de voir l'opportunité de créer une librairie, travailler le droit d'auteur. On n'a pas abordé trop la question du droit d'auteur, mais ça sera peut-être pour une prochaine discussion. Avec plaisir. Et comment tu conjugues travail-famille, je pense qu'on peut sentir très bien que ça vient de tes valeurs. Je pense que l'équipe BAM à Montréal, en tout cas celle qu'on connaît, te ressemble beaucoup et c'est très, très, très amusant de travailler avec vous, très le fun. D'aller chez vous ou de travailler même à travers la librairie. Merci Nicolas d'avoir pris le temps de venir jaser un peu de tout ça avec nous. Je sais que là, tu es un séjour un petit peu plus long à Montréal, mais c'est vraiment chouette de te recevoir ici. La première fois. Merci à toi, merci à ton équipe, c'était vraiment le fun. Merci pour cette rencontre. Ça fait plaisir. Si vous voulez plus de contenu sur l'entrepreneuriat, le marketing, la photo, la vidéo, le travail famille, etc., suivez-nous sur Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram et on se revoit le mois prochain.